Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 3 février. Je vous donne les titres de votre journal avec les 400 jours de captivité pour Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, les otages français en Afghanistan. Le comité de soutien ne baisse pas les bras. Le procès Bissonnay, la journée a de nouveau été consacrée à Jean-Michel Bissonnay, le mari de la victime, accusé de complicité dans l'assassinat de sa femme. Il ne facilite décidément pas la tâche des jurés de la Cour. Et puis c'est moi le chef du Resto U dans la lignée des émissions culinaires à la télévision. Le Crous de Montpellier a organisé un concours de repas pour les étudiants. Et on commence bien sûr avec ces 400 jours de détention déjà pour les deux journalistes otages en Afghanistan. Ils auront passé 2 hivers captifs dans ce pays en guerre. Le comité de soutien à Hervé et Stéphane entend poursuivre sa mobilisation et veut interpeller le gouvernement et Nicolas Sarkozy. Olivier Brachard. Une banderole géante, place du Nombre d'Or et des cartes postales distribuées pour écrire aux autorités françaises. Le comité de soutien des otages, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, ne relâche pas la pression. Il faut encore et encore organiser des manifestations de soutien aux journalistes retenus en Afghanistan, même si après 400 jours de combat, c'est de plus en plus dur. Il y a eu beaucoup d'émotions pour les 1 an parce qu'on ne pensait pas y arriver. Aujourd'hui, c'est 401 jours. On ne pensait pas y arriver non plus. Donc il va falloir attendre jusque quand ? Jusqu'à la fonte des neiges ? Bon, il y a assez de matériel, je pense aujourd'hui, avec de gros hélicoptères, on peut quand même récupérer nos amis. Hein ? Même s'il neige, même si... Donc allons-y. Les négociations entre le Quai d'Orsay et les ravisseurs des 2 journalistes français et leurs accompagnateurs existent. Les familles gardent espoir. Devant la presse, les parents de Stéphane Taponnier ne souhaitent pas s'exprimer. Thierry, le frère, reste réservé, bien sûr, pour ne pas compromettre les négociations en cours. J'ai reçu quand même quelques confirmations qu'il se passait quelque chose, voilà, que ça allait assez bien dans la mesure du possible, voilà, que pour l'instant on attend. Et ils nous disent voilà, que comme je vous dis tout le temps, bon, ça n'est que les négociations avancent, ça pourrait déboucher sur une libération, mais bon, c'est compliqué, c'est difficile. L'Afghanistan est un pays en guerre et tout est moins facile, bien entendu. Les récents propos inquiétants de Ben Laden sur les otages français en Afghanistan n'ont pas altéré l'espoir d'une libération, car Al-Qaïda n'a pas d'emprise directe sur les talibans qui détiennent Stéphane et Hervé. Le verdict du procès Bissonnay devrait tomber en milieu de semaine prochaine, après les plaidoiries qui commenceront lundi. Depuis le début de la semaine, la Cour examine la personnalité des différents accusés et particulièrement celle de Jean-Michel Bissonnay, le mari de la victime, qui est accusé de complicité dans l'assassinat de sa femme Bernadette. Une accusation qu'il continue de rejeter avec force. Compte rendu de la journée avec Jean Brun. Les témoins de moralité cités par la défense de Jean-Michel Bissonnay se succèdent à la barre depuis 2 jours. Parmi eux, Claude Jacquemin, qui préside le comité de soutien à Jean-Michel Bissonnay, mis en place après son interpellation. Pour lui, comme pour la femme de ménage, le boulanger ou les plus vieux amis du couple, il est impossible que l'homme d'affaires ait pu commanditer l'assassinat de sa femme. Et surtout, pour quelle raison ? On a fait le tour un peu des mobiliers possibles. L'argent, non. La maison, je pense que là aussi, c'est pas vraiment le mobile. En tout cas, M. Coutenceau, l'expert criminologue, l'a éliminé d'un revers de manche. Donc, il reste quoi ? Il reste effectivement une motivation que l'on pourrait trouver dans un couple qui ne s'entend pas. Et on cherche peut-être à essayer de déterminer quelle était la structure de ce couple. Son environnement peut effectivement nous dire s'il y avait des choses qui les troublaient, qui auraient pu les alerter. Ce qui est particulier dans ce dossier, c'est que, sauf si j'ai mal entendu, je n'ai pas entendu une seule personne dire qu'il y avait un souci apparent. Au fil des audiences, le président Mokaer s'est employé à fermer une à une toutes les portes évoquées par les parties, même celle d'un Amaury d'Harcourt, espérant profiter de nouveau des largesses de Bissonnay, une fois l'obstacle de sa femme éliminé. C'est tout à fait absurde. L'instruction a démontré, les questions qui ont été posées à Jean-Michel Bissonnay et les réponses qu'il a apportées témoignent à l'évidence de l'absurdité de cette thèse. Jean-Michel Bissonnay a affirmé qu'il ne prêterait plus d'argent à Amaury d'Harcourt. Après 18 jours d'audience, l'on ne sait donc toujours pas pourquoi Bernadette Bissonnay a été assassinée le 11 mars 2008.
Et c'est la vidéo qui fait le buzz en ce moment sur Internet, selon l'expression désormais consacrée. Un vidéaste filme une manifestation à Anduze, dans les Cévennes. Les manifestants s'opposent au rapprochement de la communauté de communes d'Anduze avec sa voisine, la communauté d'agglomération d'Alès. L'occasion est belle puisque des élus de ces deux communautés sont dans le train à vapeur des Cévennes à l'occasion d'une cérémonie de vœux. Et l'affaire tourne pourtant au pugilat entre manifestants et forces de l'ordre quand le commandant de gendarmerie, on va le voir sur ces images, se met à arroser la foule avec du gaz lacrymogène. Évidemment, les choses vont plus ou moins mal tourner puisque cette proximité, quand on pulvérise du gaz lacrymogène, cela peut faire très très mal. Et évidemment, la crudité de ces images fait actuellement le tour de la toile. Voilà, alors c'est le commandant de gendarmerie qui va arroser comme ça la foule. Je vous laisse juge de la situation. Alors les avis divergent sur qui a provoqué qui et qui aurait dû obéir à qui, mais au résultat, beaucoup de pleurs et beaucoup d'échauffourées. On va écouter tout de suite Alain Beau, c'est le président de la communauté de communes d'Anduze, donc il faisait partie des opposants au rapprochement, il faisait partie des manifestants. On l'écoute. C'est une manifestation au départ très pacifique, avec des personnes de tout âge, des enfants, des personnes âgées. Les gens n'étaient pas venus là pour casser, c'est pas des hooligans, c'est pas des casseurs. Tout était calme jusqu'à l'intervention de gendarmes qui, je sais pas pour quelle raison, s'est mis à gazer les manifestants. Voilà. Il était venu parlementer avec nous auparavant, on lui a expliqué qu'on n'était pas là pour empêcher le train de partir, mais pour lui donner un peu de retard, et que quand il le jugerait nécessaire, il n'avait qu'à s'approcher des élus, nous prendre par le bras, on ne résisterait pas et on allait faire passer le mot d'ordre derrière afin que les manifestants s'écartent de la voie. Ça n'a pas été fait ainsi. C'est un seul gendarme qui a agi ? Oui, c'est un commandant de gendarmerie qui a surpris autant ces hommes que ce qu'il a surpris les manifestants. Donc, moi j'ai vu des gendarmes qui prenaient du gaz autant que les manifestants. C'est étonnant, c'est une scène un peu surréaliste. Vous avez porté plainte déjà ou vous allez le faire? Comment ça va se passer? Il y a une plainte qui est en train de se préparer avec nos avocats, évidemment. Il y a déjà des plaintes déposées par des particuliers qui ont pris l'initiative. On ne peut pas accepter ce genre de comportement aujourd'hui. Aujourd'hui en France, en 2011, on ne peut pas accepter ce genre de comportement. Et la vidéo a été vue déjà plusieurs centaines de milliers de fois. La gendarmerie nationale a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête administrative. La CFDT a lancé l'opération 1, 2, 3 public. Son objectif, aller à la rencontre des salariés du service public pour recueillir à la source les témoignages sur le malaise vécu par des salariés confrontés à des restructurations régulières. On écoute Laurent Berge, il est secrétaire national de la CFDT. Il est au micro d'Olivier Brachard. Il y a un sentiment de malaise dans les fonctions publiques, un malaise qui est lié pour partie aux restrictions budgétaires et aux réductions d'effectifs qui génèrent beaucoup de mal-être au travail, de difficultés pour les salariés des fonctions publiques, les agents des fonctions publiques. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de venir écouter et de pouvoir après porter des revendications pour améliorer la vie au travail des agents des fonctions publiques dans un contexte, je le répète, très difficile de restrictions budgétaires et de coupes dans les effectifs. Et on reste dans le social avec des perturbations annoncées demain sur le réseau de la TAM, les transports en commun de l'agglomération de Montpellier. Un appel à la grève a été lancé par la CGT. La direction assure que 70% du trafic tram et 70% du trafic bus devraient être assurés. Les émissions culinaires ont la cote sur les chaînes de télévision. Le repas presque parfait est apparemment le nouveau fantasme des Français. Une folie qui touche même les étudiants. Le Crous de Montpellier a du coup lancé son concours de cuisine qui s'appelle, tenez-vous bien, c'est moi le chef du Resto U. Et c'est pas facile de satisfaire 1500 convives d'un coup avec des contraintes budgétaires serrées. Sophie Carloni et Edgar Santander ont participé à la dégustation.
Un repas au Resto U Richter, mais un repas particulier aujourd'hui puisqu'il a été composé par 2 étudiants pour un concours de cuisine. On a demandé à des étudiants d'imaginer des propositions culinaires pour le Resto U. Alors ces propositions devaient respecter un certain nombre de contraintes liées à la restauration en collectivité, l'équilibre alimentaire, des contraintes budgétaires, etc. Et les étudiants avaient une liste de produits imposés à utiliser. Et ils nous ont proposé donc des menus et on a sélectionné les 4 meilleures propositions. Un repas pour 1500 personnes, la première équipe de Jérémy et Marie a relevé le défi. On est passé les premiers, je crois, parce que notre menu était le plus facilement adaptable au restaurant, à la grande échelle. Donc du coup, ça nous a fait passer en premier pour qu'on puisse réfléchir, enfin le chef puisse réfléchir plus longuement aux autres menus. Un baptême du feu pour cette première équipe, au menu coloré. J'ai mangé du crumble en entrée avec du riz et du poulet aux ananas. Et mon dessert, je ne l'ai pas encore mangé. En dessert, charlotine choc orange ou douceur au spéculoos, un repas qui a rencontré un certain succès. J'ai mis 7, donc je pense que bonne appréciation et très bon repas. Là, j'ai eu les premiers retours, c'est plutôt positif, donc là, le stress est un peu passé. Voilà, ça va bien. Restent aux 3 autres équipes à faire leurs preuves. À l'issue du vote étudiant et d'un jury de professionnels, l'équipe gagnante remportera un repas au Jardin d'Essence. Allez, je ne résiste pas à vous donner le repas proposé par Marie et Jérémy. En entrée, donc, vous aviez le choix entre crumble, tomate, courgette, basilic ou alors un velouté d'automne potiron noisette. Un velouté d'automne en plein hiver, c'est sympa. Comme plat, gallinacé saveur, c'est-à-dire un poulet, champignon, coriandre et son riz fruité à l'ananas, tenez-vous bien. Ou alors des lasagnes Popeye en mer, saumon, ricotta, épinards, évidemment, Popeye. En dessert, c'était, comme l'a dit Sophie, une charlotine choc orange ou alors une douceur au spéculoos avec fromage blanc et fruits des bois. Voilà, on s'en lèche les babines. Sport maintenant avec ce résultat de volleyball. Hier soir, ils ont mené 2-7-1, les volleyeurs de l'Arago de 7 qui étaient en déplacement à Trévise pour le quart de finale aller de la Coupe d'Europe. Le club italien, un grand d'Europe, déjà plusieurs fois titré sur le continent, a beaucoup souffert face à la Furia sétoise, mais au final, ce sont les Italiens qui l'emportent 15-11 dans le 5e set. Le match retour sera à 7, ce sera les 7 à 7, évidemment, c'est compliqué. En volley, ce sera mercredi prochain, avec donc un résultat qui reste très ouvert. Les Sétois ont déjà remonté ce genre de handicap. Volley encore, mais côté Montpellier, le Montpellier Volley jouera à Castelnau au lieu de son stade de Coubertin. Ce sera à partir de samedi pour 3 journées. Premier match donc samedi face à Rennes. Et puis n'oubliez pas demain soir avec le déjà match de championnat de handball pour nos handballeurs bien sûr, y compris les champions du monde de retour dans leur salle. On imagine qu'on va largement les fêter. Et cette dernière information, une confidence, Eva Joly, la candidate putative d'Europe Écologie, devrait être à Montpellier demain pour dénoncer notamment les projets d'exploitation de gaz de schiste et pour dénoncer également le projet de doublement de l'autoroute A9. Voilà, Eva Joly, de passage à Montpellier. Quant à nous, on se retrouve demain pour le Flash à 12h30, le journal à 19h30. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée à tous.